Parmi la quantité d'espèces qui peuplent la biosphère, on distingue des modes de vie complètement différents. Il y a certaines espèces qui peuvent se déplacer, ce qui est assez pratique, car ça leur permet d'aller s'enquérir d'une source de nourriture, ou encore de fuir les prédateurs. Et on en a d'autres qui, au contraire, ont développé au fil de l'évolution un mode de vie fixé, comme par exemple les plantes. Ce type de mode de vie a des avantages, mais il apporte aussi son lot de contraintes. Car pour ces organismes-là, pas moyen d'aller chercher quoi que ce soit ailleurs. Toutes leurs ressources doivent être récupérées sur place. De même, pas moyen de fuir. Il faut faire face aux prédateurs, et il faut faire face aux contraintes physiques du milieu, sans possibilité de migrer, de se cacher, ni de s'abriter. Dans cette vidéo, on va parler des plantes, qui sont des végétaux fixés au niveau de l'interface entre le sol et l'air, et on va voir que ces plantes ont développé au cours de l'évolution un tas de structures et d'astuces qui leur permettent de survivre malgré les contraintes imposées par ce mode de vie. Au passage, je précise que, conformément au programme, nous nous restreindrons à l'étude des plantes à fleurs, que l'on appelle les angiospermes. Alors, c'est parti! Comme nous l'avons évoqué dans l'introduction, une des principales contraintes de la vie fixée, c'est l'acquisition des ressources. En effet, pas le choix, la plante doit récupérer l'intégralité de ses ressources sur place. Alors, avant de voir comment elles font, il s'agit tout d'abord de définir c'est quoi les ressources d'une plante. Car comme on va le voir, c'est un petit peu différent par rapport à chez nous. En fait, contrairement aux animaux, les végétaux sont des organismes chlorophylliens, ce qui signifie qu'ils sont capables de réaliser la photosynthèse. Alors la photosynthèse, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit du processus qui permet aux végétaux de produire eux-mêmes leurs propres molécules organiques. Vous n'êtes pas sans savoir, j'espère, que tous les êtres vivants nécessitent de la matière organique. Déjà parce qu'on en est constitué, et ensuite parce que c'est cette fameuse matière organique qui permet d'apporter l'énergie nécessaire à la vie. Un petit peu comme un carburant, si vous voulez. À l'aide de la lumière et de ces deux réactifs, les plantes sont ainsi capables de produire de la matière organique sous forme de glucose et, accessoirement, du dioxygène. La photosynthèse peut ainsi s'écrire sous la forme de cette bête équation bilan qu'il faut, bien sûr, connaître par cœur. Ainsi, pour réussir à produire cette matière organique, la plante a besoin de 3 ressources. L'eau, qui au passage est aussi un constituant essentiel de tous les êtres vivants, le CO2 et, bien sûr, la lumière. Et enfin, il y a une 4e ressource essentielle pour les plantes, les ions minéraux. En fait, ce sont eux qui leur apportent des éléments essentiels comme l'azote, le potassium ou le phosphore. Ces éléments sont notamment nécessaires pour créer les protéines, qui font partie des molécules les plus essentielles du vivant. Donc, si je récapitule, on a 4 ressources, qui sont toutes captées dans l'environnement immédiat des plantes par les feuilles et par les racines, donc l'eau et les ions minéraux, qui sont prélevés dans le sol par le système racinaire, tandis que le CO2 et la lumière sont captés par les feuilles. Et pour capter ces ressources, la plante peut compter sur tout un tas d'adaptations qui lui permettent d'optimiser tout ça. Alors déjà, commençons par le système foliaire. En fait, les feuilles, elles présentent une morphologie parfaitement adaptée au captage des ressources. Déjà, elles sont généralement très nombreuses, et surtout, elles ont une forme aplatie. Et ça permet d'obtenir une surface d'échange gigantesque, ce qui permet de faciliter l'absorption du CO2 et le captage de la lumière. Ensuite, il y a des structures spécialisées qui sont présentes au sein de l'épiderme inférieur et qui permettent de capter le CO2, les stomates. En fait, un stomate, c'est constitué de 2 grosses cellules en forme de haricot qu'on appelle les cellules de garde, qui ménagent une petite ouverture au milieu, l'ostiole, par laquelle entre le CO2. Et enfin, dans la plupart des feuilles, on a une spécialisation des tissus internes. Sur le côté inférieur, on a ce qu'on appelle le parenchyme lacuneux, qui est un tissu rempli de cavités qui communiquent entre elles et qui communiquent avec les stomates. Ainsi, le CO2 qui entre par ces stomates va ensuite pouvoir circuler au sein de ce tissu. Et sur le côté supérieur, là, on a un tissu spécialisé dans le captage de la lumière, donc ce qu'on appelle le parenchyme palissadique. On l'appelle comme ça car il est constitué de grandes cellules allongées, bien rangées les unes contre les autres, un petit peu comme dans une palissade. Ce tissu est également très riche en chloroplastes, qui permet le captage de la lumière grâce à la chlorophylle qu'ils contiennent. En schéma, ça donne ça, et c'est un schéma qui est à apprendre et qu'il faut savoir refaire. Intéressons-nous maintenant aux racines, qui, je le rappelle, sont chargées de capter les 2 autres ressources dans le sol, à savoir l'eau et les ions minéraux. Ces racines constituent encore une fois une surface d'échange parfaitement optimale avec leur environnement, grâce à plusieurs adaptations.
Alors déjà, on a un système racinaire qui est très étendu dans le sol et qui présente de multiples ramifications. Mais quand on regarde de plus près, on se rend compte que la surface d'échange est aussi maximisée grâce à la présence de structures spécialisées, les poils absorbants ou les mycorhizes. Alors, les poils absorbants, en général, on en trouve seulement chez les jeunes racines. Et ensuite, souvent, ils sont remplacés par des mycorhizes. Alors, les mycorhizes, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, il s'agit d'une interaction entre les racines et des champignons. En fait, les champignons qui se présentent sous la forme de petits filaments microscopiques, donc qu'on appelle le mycélium, s'associent avec les cellules racinaires et leur fournissent gentiment de l'eau et des ions minéraux. Ça, c'est très avantageux pour la plante parce que le mycélium, il est constitué de filaments très longs et très ramifiés qui permettent de capter l'eau de manière beaucoup plus efficace que les racines toutes seules. Et c'est aussi avantageux pour le champignon, car la plante, en retour, elle va l'approvisionner en matière organique produite par la photosynthèse. Comme il s'agit d'une interaction étroite et durable et qui implique des bénéfices réciproques entre les deux acteurs, donc la plante et le champignon, alors on parle de symbiose. Par ailleurs, pour rester dans le même registre, sachez qu'il existe une autre symbiose très importante pouvant affecter les racines, les nodosités racinaires. Alors ça se présente sous forme de petites boules sur les racines de la plante. En fait, ce type de symbiose, elle n'a lieu que chez une seule famille de plantes, qu'on appelle les fabacées, qu'on peut aussi appeler légumineuses. Et il s'agit cette fois d'une symbiose entre les racines et un type de bactérie particulier qu'on appelle rhizobium, et qui s'amasse dans les nodosités. En fait, ces bactéries présentent l'énorme avantage de pouvoir capter l'azote atmosphérique de l'air. Et dans le cas de cette symbiose, la bactérie en fait profiter le végétal, qui n'a ainsi plus besoin de récupérer l'azote lui-même dans le sol. En échange, les bactéries sont approvisionnées par le végétal en glucose, qui est produit par la photosynthèse. Les plantes de la famille des fabacées sont ainsi beaucoup moins dépendantes que les autres à la richesse en azote du sol. Et donc grâce à ces bactéries, elles sont capables de pousser sur des sols très pauvres, sans que ça pose aucun problème. Comme on l'a dit dans la première partie, seuls les organes aériens d'une plante sont capables de réaliser la photosynthèse, car celle-ci nécessite de la lumière et du CO2. De même, seuls les organes souterrains sont capables de capter l'eau et les ions minéraux dans le sol. Or, toutes les cellules de l'organisme ont besoin d'eau, toutes les cellules de l'organisme ont besoin d'ions minéraux, et toutes les cellules de l'organisme ont besoin des produits de la photosynthèse. Dès lors, il est nécessaire que ces ressources circulent au sein du végétal pour approvisionner l'intégralité de ces organes. Et pour cela, il existe des réseaux de sève, plus exactement 2 réseaux de sève. Premièrement, on a la sève brute, qui est constituée majoritairement d'eau avec des ions en solution à l'intérieur et qui circule de bas en haut. Vous l'aurez compris, cette sève brute, elle a pour vocation de transporter l'eau et les ions des racines vers les parties supérieures du végétal. Et ensuite, on a la sève élaborée, qui contient beaucoup de molécules organiques, qui, elles, circulent de haut en bas et qui permet donc d'en approvisionner l'ensemble du végétal. Ces 2 types de sève circulent grâce à la présence de vaisseaux, constitués par l'alignement de cellules spécialisées. La sève brute, elle circule dans des vaisseaux qui sont constitués par de grosses cellules mortes, allongées, dont les parois sont très épaisses et incrustées de lignine, une molécule qui leur permet d'acquérir une grande résistance. Ces vaisseaux, on les appelle vaisseaux de xylème. La sève élaborée, quant à elle circule dans des vaisseaux constitués par de petites cellules, encore vivantes, elles, et allongées également, dont la paroi est épaissie par de la cellulose. Ce sont les vaisseaux de phloème. Les vaisseaux de phloème et de xylème constituent tout un réseau dans les tiges, mais aussi dans les racines et dans les feuilles de la plante. Et donc tout ce réseau permet la bonne répartition de l'ensemble des ressources au sein de la plante. Jusque-là, on a uniquement parlé des ressources et des adaptations de la plante pour les prélever et les distribuer. Mais on a un autre problème qui est posé par la vie fixée, c'est l'incapacité à s'enfuir. Ainsi, lorsque le froid arrive, par exemple, impossible de s'abriter, ou d'aller là où il fait plus chaud. Pareil en cas de sécheresse ou de canicule. En gros, toutes les variations de température ou d'humidité qui sont imposées par les variations journalières ou saisonnières doivent être assumées sur place par la plante. Heureusement, de multiples adaptations permettent aux plantes de résister, dont je vais aborder maintenant quelques exemples. Premier exemple, pour lutter contre des conditions desséchantes. Les surfaces des organes aériens peuvent être parfois tapissées de structures qui limitent l'évaporation. On peut notamment avoir une cuticule épaisse et imperméable,
ou bien éventuellement des poils, qui peuvent aussi permettre de limiter l'évaporation. Deuxième exemple, certaines plantes peuvent présenter des tissus qui sont gorgés d'eau, appelés parenchymes aquifères. Ces cellules sont capables de stocker de grandes quantités d'eau, donc de résister contre la sécheresse. C'est le cas par exemple de la joubarbe, si vous connaissez, ou bien du cactus. Troisième exemple, toujours contre la sécheresse, la faible quantité de stomates sur la face supérieure qui permet de limiter les pertes d'eau. Parce que, comme les stomates sont des ouvertures, on a généralement de la perte par évaporation lorsqu'ils sont ouverts. Les plantes présentent aussi généralement la capacité à fermer leurs stomates lorsqu'il fait trop sec. Contre le froid, beaucoup d'angiospermes ont une adaptation que tout le monde a déjà constatée, la perte des feuilles des arbres à l'automne. En effet, les feuilles sont des organes qui sont très sensibles au gel. Ainsi, l'hiver, les arbres ont la capacité de se mettre en vie ralentie, tout en se débarrassant de leurs feuilles, qui repousseront au printemps d'après. Et pendant la mauvaise saison, les bourgeons qui contiennent les futures feuilles sont protégés du froid par des écailles et de la bourre, une espèce de substance isolante. Chez beaucoup de plantes herbacées, la partie aérienne de la plante meurt carrément pendant l'hiver, durant lequel la plante ne résiste que sous la forme d'organes souterrains, comme des bulbes ou des tubercules. Parfois, la plante ne subsiste que sous forme de graines, comme c'est le cas chez les plantes annuelles. Dans l'environnement des plantes, il peut également se trouver des prédateurs. Et à cause de la vie fixée, impossible pour une plante de s'enfuir lorsque ces prédateurs se pointent. Mais encore une fois, des adaptations permettent d'y faire face. Parmi les stratégies utilisées, on peut noter par exemple la présence d'épines ou de poils urticants présents sur les tiges ou sur les feuilles, et qui dissuadent les prédateurs de venir manger la plante. Vous connaissez tous les ronces ou les orties par exemple, qui présentent ce genre de structure. Certaines plantes peuvent aussi sécréter des molécules peu appétissantes, donc qui donnent un goût amer, voire toxique, ce qui dissuade la plupart des prédateurs. Au cours de cette vidéo, vous avez pu constater que les plantes disposaient de tout un panel d'adaptations qui leur permettent de survivre malgré leur mode de vie fixé. Déjà, ces racines et ces feuilles sont particulièrement adaptées au captage des ressources grâce à leur grande surface d'échange et à la spécialisation de leurs tissus. Ensuite, des structures spécialisées permettent la distribution de ces ressources dans tout le végétal. Il s'agit des vaisseaux de xylème et des vaisseaux de phloème qui permettent de faire circuler la sève brute et la sève élaborée. Et enfin, nous avons vu que certaines adaptations permettent de résister contre le gel, la sécheresse ou encore contre les prédateurs. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui et je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo où nous parlerons du développement de ces plantes à fleurs.